Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la bâtie. Mon acolyte et moi avons été envoyés pour faire la présentation, description, portrait de ce magnifique château. Mais plus précisément, de ses jardins. Il faut déjà savoir que ce château appartenait à Claude Durfé après s'y être installé au XVe siècle. La bâtie a commencé à être construite au XIIIe siècle et a fini de l'être en 1558. Durant ce laps de temps, voici ce qu'il en est des jardins. Nous sommes dans un contexte portant sur la Renaissance. Dans notre cas, nous pouvons constater plusieurs caractéristiques de ces jardins faisant référence à cette époque. Les jardins de la bâtie Durfé, comme tous les autres jardins de la Renaissance, ont pour but commun la maîtrise de l'homme sur la nature, mais aussi une représentation du pouvoir plus communément par la symétrie parfaite. Dans notre cas de notre bonne vieille bâtie Durfé, au nord des parterres rectangulaires, non 2 ou 4, mais bien 16 ordonnés tout autour d'une rotonde. Pour montrer la richesse et le pouvoir, il y a non seulement la symétrie parfaite, mais aussi une fontaine de marbre clair portant le doux nom de la fontaine de vérité d'amour. Elle-même était recouverte de cette rotonde, l'influence italienne qu'ont subi les jardins, qui, d'un autre côté, crée l'éventualité que de nombreuses statues s'y soient trouvées, notamment celle de la déesse romaine, de l'agriculture, des moissons et de la fécondité, qui se serait trouvée à la rotonde, comme cité dans un passage du roman d'Astrée, rédigé par Honoré Durfé au début du XVIIe siècle. Nous allons vous citer un passage. Et voici donc ce fameux extrait. Elle rentra dans ce grand jardin duquel un petit bras de la rivière de Lignon va, baignant les 4 côtes, et ayant jeté les yeux sur la fontaine qui paraît dans le milieu, et les unes rondes et les autres carrées, font comme une couronne alentour du bassin qui reçoit cette belle source. On fait donc référence au bassin recouvert d'une rotonde accompagnée d'une statue de la déesse Cérès. Par ailleurs, à la suite d'une fouille archéologique, on a rapporté qu'un élément en marbre de la statue a été retrouvé, mais aussi que la fouille du faîtage de la rotonde couronnait cette dernière. Cela n'était qu'une partie des jardins, car au sud réside un bosquet en étoile ainsi qu'une prairie fleurie laissée sauvage pour permettre aux abeilles des ruches de la bâtie de collecter nectar et pollen. À la place de cette prairie se trouvait un labyrinthe dont on sait, grâce aux travaux d'un ethnobotaniste, était fait de coudrier. À l'époque, un mur de clôture entièrement crénelé ceinturait le tout, qui avait donc ancré la bâtie Durfé dans la tradition de l'hortus conclusus, signifiant jardin enclos en latin. En citant cette tradition qui est l'hortus conclusus, nous sommes donc guidés vers un autre aspect de la bâtie, et ce tout en restant sous l'influence italienne, ce dernier n'étant autre que la religion chrétienne. Cet espace censé être à l'époque un labyrinthe de coudrier, et qui à l'époque aussi était censé être clos, représentait en réalité la chasteté de la Vierge Marie, mais aussi à une vision paradisiaque. Tout en restant dans la religion, on peut aussi noter la Sphinge, plus communément connue sous le nom du Sphinx. Elle représente la foi et ce par plusieurs caractéristiques. Sur la face frontale du socle qui soutient le Sphinx est représenté Simon de Cyrène, un personnage biblique qui a été arrêté par les soldats romains pour avoir aidé Jésus sur le chemin du calvaire où il fut crucifié. Comme vous pouvez le voir, l'espace gardé par la Sphinge est en construction. Vous excuserez donc les échafaudages ainsi que les ouvriers. Le maître de la maison invite une renaissance de l'amour du Christ. En réalité, Simon de Cyrène ici ne représente pas que sa propre personne, mais l'homme en général portant le fardeau s'il aspire à suivre l'agneau. L'agneau qui est la manière dont Claude Durfé a décidé de représenter Jésus. Ce choix a été fait pour représenter d'une manière culturelle et religieuse sa foi. Le Sphinx représente 3 qualités, la sagesse, la connaissance et le secret. On peut aussi noter les écritures gravées sur le cartouche de sa poitrine, Sphinxem abedomi, signifiant « garde le secret dans ton cœur » ou « garde le secret chez toi ». Cet élément correspondant au secret, mais aussi à la sagesse, montre aussi l'intérêt qu'avait Claude Durfé pour l'Égypte ancienne, sans oublier la Grèce antique. Car cette dernière nous mène à la bibliothèque centrale Durfé. Mais le secret de la Sphinge était aussi représenté par le toit de la loggia, guidé par la rampe qui jadis était surmontée d'une statue de Mercure. Mercure, le messager des dieux, détenteur de leurs secrets, un peu comme Claude Durfé pour son roi au Concile des 30, qui avait pour but de lutter contre les réformes protestantes. Suite aux aspects religieux et symboliques de la bâtie, nous avons sous les yeux une technique de construction et un travail dit titanesque sur la bâtie, selon l'archéologue ayant été en charge du lieu, car celle-ci ne s'était pas contentée d'une lecture superficielle à la manière des anglo-saxons. Cette dernière a choisi une technique de lecture fondée sur la démarche géo-archéologique,
qui consiste à aller voir ce qui se passe jusqu'au substrat naturel. Et c'est de cette manière qu'on en a conclu que les jardins de la bâtie d'Urfé n'étaient pas un simple assemblage d'éléments décoratifs. Par exemple, au XVe siècle, l'argile sous-jacente a été mise à nu et retaillée en forme d'amphithéâtre de manière à orienter l'écoulement des eaux de la nappe phréatique. L'argile fonctionnait donc par capillarité. Ensuite, grâce à un ingénieux système de maçonnerie, les eaux étaient reconduites vers les infrastructures hydrauliques, les douves, le bassin et le bief. Ce dernier a permis une optimisation de l'eau. En conclusion, en tant qu'objet d'archéologie, les jardins de la bâtie d'Urfé ont pris de l'importance, révélant un savoir-faire jusque-là ignoré.